Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via les liens dans la description. Mais au minimum, regardez cette émission, aimez, partagez et commentez. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité du jour, Carl Zha. Carl est un commentateur politique, journaliste et animateur de podcasts sino-américains, reconnu pour ses analyses sur l'histoire, la culture, la politique de la Chine et plus largement sur la géopolitique et les médias. Carl, bienvenue dans India and Global Left. Carl, welcome to India and Global Left. Merci Jyotishman, merci de m'avoir invité. Let's get started with China's... Commençons par la célébration du jour de la victoire en Chine. Bien sûr, cela marque le 80e anniversaire de la victoire de la Chine contre l'invasion japonaise. Cela marque également la victoire de la Chine contre les forces fascistes mondiales. Comment décririez-vous l'importance de la célébration du jour de la victoire, sachant que les médias occidentaux l'ont largement présenté comme un événement anti-occidental et très nationaliste? J'ai l'impression que ces deux caractérisations réduisent la portée et l'ampleur de ces événements mondiaux. Alors, comment décririez-vous ce qui s'est passé le 3 septembre, lors du 80e anniversaire de la victoire de la Chine? D'accord. Tout d'abord, je m'excuse si vous entendez des chiens aboyer en arrière-plan. Ce sont mes chiens. Ils se prennent pour des Américains. Ils pensent qu'ils possèdent tout le quartier, donc ils sont très territoriaux. Le 80e anniversaire de la victoire sur le fascisme en Asie est une date très importante pour le peuple chinois, car il a énormément souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, et ce pendant des décennies. En Europe, on considère que la Seconde Guerre mondiale a commencé en 1939, lorsque l'Allemagne nazie a envahi la Pologne. Mais pour les Chinois, la guerre a en réalité commencé en 1931, lorsque les Japonais ont envahi la Mandchourie. Pour la Chine, il s'agissait donc d'une lutte de 14 ans pour l'indépendance, pour chasser les envahisseurs. Le défilé commémoratif sert à célébrer le chemin parcouru par la Chine dans sa lutte nationale pour construire sa souveraineté et son indépendance. Et c'est aussi en quelque sorte une fête de présentation, un peu comme les Jeux olympiques de Pékin en 2008, n'est-ce pas? L'idée des Jeux olympiques de Pékin en 2008, en particulier la cérémonie d'ouverture pour beaucoup de gens, était de montrer au monde à quel point la Chine avait progressé. Et ce défilé fait exactement cela. Mais c'est aussi une célébration pour le peuple chinois lui-même, pour célébrer ses avancées, en particulier au cours des décennies qui ont suivi la fondation de la République populaire de Chine. C'est un moment de grande fierté pour de nombreux Chinois qui ont regardé ce spectacle. Les Occidentaux ont ce syndrome du personnage principal, n'est-ce pas? Ils pensent que tout tourne autour d'eux, que tout sous le soleil gravite autour de l'Occident ou des États-Unis. Je suis désolé, mais cela ne vous concerne pas. Ce n'est pas à propos de vous. C'est une célébration chinoise pour le peuple chinois lui-même. Mais ils sont également très désireux de démontrer cette force de la Chine. C'est aussi un effort de paix par la force, si l'on peut dire, en exposant tout le matériel militaire chinois le plus récent. Je pense que cela a un impact, car il y a eu récemment une fuite du Pentagone, selon laquelle le secrétaire à la défense des États-Unis a récemment rédigé un nouveau plan qui indique que les États-Unis devraient renoncer à faire de la limitation de la Chine une priorité absolue. À la place, ils devraient se concentrer sur l'hémisphère occidental. Et cela, je pense, bien sûr, ce n'est pas seulement à cause du défilé. C'était attendu depuis longtemps. Je suis sûr que ce document a été rédigé bien avant cela. Mais je pense que le défilé en lui-même constitue un argument très convaincant pour que les États-Unis renoncent à leur rêve de maintenir une hégémonie mondiale partout, mais surtout en Asie de l'Est.
Et le défilé a été précédé par le sommet de l'OCS à Tianjin, la ville portuaire de Chine, qui a une fois de plus démontré la vision et le leadership chinois d'un ordre mondial alternatif fondé sur la coopération et l'égalité internationale. Je veux dire, beaucoup en Occident, encore une fois, pour prendre cela comme point de référence, présentent l'OCS comme une sorte d'alternative de défense à l'OTAN. Pour ma part, je pense que l'OCS va bien au-delà de cela, car l'idée de coopération telle qu'elle est présentée par les pays de l'OCS est très différente de cet ancien ordre centré autour de l'OTAN. Comment décririez-vous ce rapprochement entre le sommet de l'OCS et la journée de la victoire, mais aussi ce qui a été mis en avant lors du sommet de l'OCS? Eh bien, je pense que le sommet de l'OCS s'est tenu à un moment très important, à une époque où les États-Unis sous l'administration Trump imposent essentiellement des droits de douane à tout va contre tous les pays, qu'il s'agisse d'adversaires perçus ou de supposés partenaires des États-Unis. Et cela d'ailleurs montre aussi la différence entre par exemple l'OTAN, les BRICS et l'OCS. Les gens les considèrent toujours comme une sorte de miroir l'un de l'autre, en se disant « d'accord, ils sont en opposition, donc l'OCS ou les BRICS sont simplement l'opposé de l'OTAN », ce qui est totalement faux, car l'OTAN en tant qu'alliance est dominée par les États-Unis. C'est fait pour servir les intérêts de l'Empire américain. Il n'y a aucun doute sur qui est le patron de l'OTAN. Vous savez, quand le secrétaire général de l'OTAN appelle Trump « papa », c'est tellement embarrassant. Et tous les dirigeants européens qui se précipitent à Washington, assis comme des écoliers, attendant de se faire réprimander par Trump à la Maison-Blanche. Il n'y a vraiment aucun partenariat d'égal à égal au sein de l'OTAN, surtout avec Trump aux commandes. Trump a simplement arraché tout le vernis du soi-disant partenariat vanté par des gens comme Biden ou Obama. Trump dit juste « Venez à Washington, mettez un genou à terre et baisez ma bague. » Et cela pourrait être acceptable pour les Européens, mais c'est difficile à avaler pour beaucoup d'autres pays, vous savez, et en particulier pour l'Inde, car l'Inde se considère comme une grande puissance. Elle n'a jamais eu l'intention d'être un simple pion sur le grand échiquier de l'Amérique. Vous savez, l'Inde recherche toujours l'autonomie stratégique. Donc, lorsque Trump dit essentiellement à l'Inde de plier le genou et de baiser la bague, l'Inde a dit non. Je veux dire, il faut reconnaître au leadership indien qu'il a bien plus de cran que les Européens, car les Européens demandent simplement jusqu'où quand Trump leur dit de sauter. Et c'est un autre aspect important de l'OCS, elle a réuni les pays importants que sont la Russie, l'Inde et la Chine. C'est pourquoi Trump a tweeté « Oh, on dirait que la Russie et l'Inde ont rejoint la sombre et profonde Chine. » Ce type était tellement jaloux. Il était juste jaloux de ne pas avoir été invité à la fête. Mais le fait est que le reste du monde est prêt à avancer sans les États-Unis. Surtout lorsque les États-Unis utilisent leur hégémonie financière comme une arme contre tout le monde, imposant des sanctions et des tarifs à quiconque ose, non pas même défier, mais simplement s'écarter de la politique étrangère de Washington. Je veux dire, dans le cas de l'Inde, elle entretient des liens traditionnellement amicaux avec la Russie, qui remontent à la guerre froide avec l'Union soviétique. Et l'Inde aussi, vous savez, a acheté de grandes plateformes d'armement à la Russie, et bien sûr, beaucoup de pétrole et d'énergie russe, tandis que Trump veut qu'elle rompe cette relation et se tourne vers l'achat de pétrole et de gaz américain. De plus, il exige que l'Inde ouvre son secteur agricole pour permettre aux produits agricoles américains, fortement subventionnés, d'inonder le marché indien. Ce qui est totalement inacceptable pour l'Inde, car 60% de sa main-d'œuvre travaille dans l'agriculture. Ce n'est même pas une question.
Et encore une fois, c'est parce que Trump est un tyran. Il a perçu que l'Inde pouvait avoir une position plus faible dans une relation bilatérale avec les États-Unis. C'est pourquoi il a pensé qu'il pouvait intimider l'Inde. Mais vous savez, il faut rendre à César ce qui est à César. Les dirigeants indiens n'ont pas reculé. Et c'est pour cela que nous avons l'OCS. Et vous savez, beaucoup de ces sommets en réalité servent surtout à faire de belles photos, car la plupart des négociations concrètes ont déjà été menées, souvent des mois à l'avance, par des diplomates chevronnés des deux côtés. Donc au moment du sommet, ils peuvent présenter l'accord déjà conclu. Mais ces séances photos sont très importantes. Cela envoie un message quand Modi, Trump et Xi Jinping se tiennent la main ensemble à Tianjin et que Trump fait preuve d'une très mauvaise foi en tweetant à ce sujet. Et c'est cela, nous entrons désormais dans l'ère de la multipolarité. Vous savez, le monde n'est plus dominé par les États-Unis, il n'est plus unipolaire. C'est simplement la réalité. C'est une vérité difficile à accepter pour beaucoup en Occident, mais même les dirigeants occidentaux l'ont reconnu. Il y a le célèbre jardinier Joseph Borrell, qui a comparé le reste du monde à une jungle, et qui a déclaré que 500 ans de domination occidentale touchaient à leur fin. Et il a tout à fait raison. Même Marco Rubio reconnaît que l'ordre mondial multipolaire est déjà là. Nous y sommes donc. Voici l'OCS et la parade de la victoire qui s'enchaînent. Cela envoie un message fort. Le centre du monde s'est déplacé vers l'Est. Et c'est un processus graduel, vous savez, qui dure depuis des millénaires. Le centre de la civilisation s'est traditionnellement situé en Orient, et ce n'est qu'avec la révolution industrielle que ce centre s'est progressivement déplacé vers l'Atlantique. Je crois que quelqu'un avait cartographié le centre de gravité des économies mondiales. On peut voir un déplacement progressif vers l'Atlantique après la révolution industrielle, mais aujourd'hui, il revient. Le monde boucle la boucle. On assiste à la réémergence de pays comme l'Inde et la Chine, qui à elles deux représentent presque 50% de la population mondiale. Si vous regardez l'OCS, les pays membres incluent la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Iran et l'Indonésie. Et si vous additionnez tous ces pays, il y a 680 millions de personnes en Asie du Sud-Est, 1,4 milliard en Chine et 1,4 milliard en Inde. Et si vous ajoutez la Russie, l'Iran, vous regroupez tout le monde, cela représente plus de 50% de la population mondiale. Et cela couvre également presque toute la masse continentale eurasiatique. Pour les étudiants en géopolitique, Mackinder a dit célèbrement que si l'on veut dominer le monde, il faut dominer l'île-monde. Et par île-monde, il entend l'Eurasie. Si vous regardez la carte des pays de l'OCS, il couvre la majeure partie de l'Eurasie. C'est cela qui inquiète tant les élites occidentales en ce moment, car elles voient émerger un ordre mondial alternatif dont elles ne font pas partie. Vous avez mentionné le jour de la victoire et dit que parfois, il ne s'agit pas de l'Europe ou des États-Unis. Cela peut concerner l'Asie. J'imagine que la question Inde-Chine comporte également un élément similaire, car en Occident, toute la couverture médiatique affirme que c'est cette sanction mal calculée de 25% contre l'achat indien de pétrole russe qui a conduit à la normalisation. Je veux dire, il y a peut-être une part de vérité là-dedans, du moins en termes d'image. Mais la normalisation entre l'Inde et la Chine avait déjà commencé, au moins depuis le sommet de Kazan en octobre 2024. Cela a été suivi par une visite de haut niveau du ministère des Affaires étrangères à Pékin, puis le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s'est rendu en Inde, suivi de la mise en place de commissions frontalières qui ont réalisé d'énormes progrès, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, je pense, comme vous l'avez dit, il s'agit du destin de 2,4 milliards de personnes en Asie, au moins pour ces deux pays. Mais cela va au-delà.
countries, but it goes beyond that. So I guess India, China, my own reading is Donc, je pense, selon ma propre lecture, que la normalisation entre l'Inde et la Chine est bien plus forte et plus importante qu'un simple événement historique, comme les droits de douane et les sanctions, qui ne dureront pas très longtemps. Cela va bien plus loin que cela. Et en particulier pour les Indiens, étant donné que nous sommes à un stade de développement matériel beaucoup plus bas, la normalisation Inde-Chine peut permettre une coopération énorme en matière d'investissement et de commerce, ce qui peut sortir des gens de la pauvreté et ainsi de suite. Donc je pense que, pour ceux d'entre nous qui regardent ces événements depuis l'Asie, il est d'autant plus important de redéfinir ces développements comme quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'Asie, plutôt que comme une réaction à ces événements relativement mineurs, peut-être pas complètement insignifiants, mais tout de même relativement mineurs, comme les droits de douane et les sanctions. Votre réponse? Je pense que vous avez tout à fait raison. I think you're absolutely correct. First of all these scheduled meetings, Wang Yi visit. Tout d'abord, toutes ces réunions prévues, la visite de Wang Yi en Inde, celle du ministre indien des Affaires étrangères et du conseiller à la sécurité nationale en Chine, puis la visite de Modi, ont été planifiées bien avant que Trump ne prononce son discours sur les tarifs douaniers contre l'Inde. Depuis l'affrontement meurtrier à la frontière en 2020, les deux parties, l'Inde et la Chine, ont compris qu'il était contre-productif pour leur priorité de concentrer leurs ressources sur ce différend frontalier non résolu. Pour la Chine, la priorité reste le Pacifique occidental, où elle doit faire face à la question de Taïwan et à l'encerclement par les États-Unis. Pour l'Inde, la question la plus importante est le développement intérieur. C'est une grande distraction pour les deux parties de déployer des ressources sur un différend frontalier. Ainsi, le rapprochement entre les deux pays avait déjà commencé bien avant 2025. Il y a eu de multiples réunions bilatérales qui ont jeté les bases de la future visite de Modi à Tianjin pour assister à l'OCS. Mais je pense que ce que Trump a fait, c'est simplement donner une petite impulsion, un peu plus d'urgence et d'élan. Cependant, l'Inde et la Chine, pour leurs propres raisons, voulaient résoudre ce problème et normaliser la relation, remettre la relation sur les rails après l'affrontement frontalier. C'est donc ce qui s'est réellement passé. Au bout du compte, l'Inde et la Chine sont voisines. Aucun des deux pays ne va disparaître. Ils doivent donc composer l'un avec l'autre en tant que voisins. C'est la même dynamique entre la Russie et la Chine. Vous savez, il y a beaucoup de membres de l'establishment de la sécurité nationale américaine qui parlent de faire un Kissinger à l'envers, de provoquer une nouvelle scission sino-soviétique. Mais tout d'abord, Kissinger n'a jamais provoqué la scission sino-soviétique. Celle-ci avait déjà eu lieu. Les États-Unis ont su tirer parti de cette division, ce qui a permis à Kissinger d'organiser la visite de Nixon en Chine. Donc, Kissinger ne peut pas s'attribuer le mérite de la scission sino-soviétique. Et actuellement, il n'y a pas de scission sino-russe, car la Chine et la Russie entretiennent en réalité une relation très solide. Je pense qu'en comparaison avec la période de lune de miel sino-soviétique, qui était surtout une alliance idéologique, la relation bilatérale entre la Chine et la Russie aujourd'hui est principalement fondée sur les intérêts. Car rapportant en économie complémentaire, la Russie est exportateur d'énergie. La Chine est un grand importateur d'énergie. Leurs économies sont d'ailleurs complémentaires. De plus, la Russie et la Chine, tout comme la Chine et l'Inde, partagent une très longue frontière, et il est dans leur intérêt de stabiliser cette frontière afin de pouvoir concentrer leur énergie ailleurs. Pour la Russie, l'Ukraine est une question existentielle. C'est là que se concentre leur énergie. Pour la Chine, encore une fois, la principale préoccupation est Taïwan et le fait de repousser les États-Unis hors d'Asie de l'Est. Il est donc très avantageux pour les deux parties d'avoir une frontière stable et une relation amicale.
Ce sont donc les dynamiques internes de cette relation bilatérale entre ces pays qui n'ont rien à voir avec leurs relations respectives avec les États-Unis. Mais vous savez, comme je l'ai dit, beaucoup de gens, beaucoup d'élites occidentales souffrent de ce syndrome du personnage principal, donc ils pensent que tout tourne autour d'eux. Et en ce moment, l'OCS montre une fois de plus cette tentative des États-Unis de provoquer une rupture entre la Russie et la Chine, ou, par exemple, d'utiliser l'Inde, essayer d'utiliser l'Inde comme un pion, la carte Inde, pour contenir la Chine. Cela a largement échoué. Ces pays sont de véritables États souverains, ce qui signifie qu'ils agiront selon leurs propres intérêts nationaux. Contrairement aux autres États vassaux des États-Unis en Europe ou en Asie de l'Est, qui sont subordonnés aux intérêts de Washington. Et certains vont même jusqu'à dire que le gouvernement à Washington ne travaille pas vraiment pour les intérêts du peuple américain non plus. Mais les pays comme la Russie, la Chine et l'Inde défendent leurs propres intérêts nationaux et élaborent leur politique étrangère en conséquence. Et du point de vue de Washington, cela est jugé inacceptable. Ils considèrent cela comme anti-occidental. Mais en réalité, c'est parce qu'ils adoptent une vision impériale, car les empires n'aiment pas la souveraineté. Les empires ne tolèrent pas la souveraineté. On ne peut être qu'un vassal. Voilà où nous en sommes. Je pense qu'une partie de l'incompréhension en Occident concernant ce qui se passe en Asie vient du fait qu'ils ne comprennent pas qu'il s'agit de nouveaux États-nations, apparus très récemment à la suite d'empires. Il existe bien sûr des différends frontaliers auxquels chaque camp tient très passionnément. Et parfois, il y a ces face-à-face, si l'on veut. Au-delà de cela, ces pays n'ont généralement pas pour objectif de dominer le monde ou de contrôler de vastes parties de leur région. Leur défense, même en Inde, consiste principalement à protéger leurs frontières ou certains territoires disputés qu'ils considèrent comme revendiqués par l'autre camp. Il en va de même pour la Chine. La Chine est très ferme sur ce qu'elle considère comme sa frontière. Il ne fait aucun compromis, mais il n'a pas d'autre agenda que celui-ci. Il ne cherche pas à dominer quoi que ce soit. Ainsi, selon ma propre analyse, lorsqu'il s'agit de formation de blocs internationaux ou de coopération, il s'agit principalement de commerce, d'investissement, de dialogue, etc., contrairement à l'Occident, qui considère la formation de blocs comme une rivalité géopolitique. Dominer des pays, des régions plus petites, projeter sa puissance, former des alliances militaires, etc. Je pense que c'est ce qui distingue le bloc impérial de ceux du Sud global qui sont sortis récemment de l'impérialisme, ont des différences entre eux, mais ne perçoivent pas la géopolitique de la même manière que l'Occident. C'est tout à fait exact, car vous savez, l'Inde et la Chine sont séparées par les hauts plateaux de l'Himalaya. Je veux dire, il n'y aura jamais de conflit existentiel entre la Chine et l'Inde. Le différend frontalier actuel concerne des terres très marginales de part et d'autre de l'Himalaya. Cela ne se transformera jamais en une guerre majeure. En fait, les deux parties, depuis les années 1990, ont convenu de ne pas utiliser d'armes à feu lors des accrochages frontaliers afin d'éviter toute escalade. C'est une politique très sage. Même lors de la récente confrontation, aucune arme à feu n'a été utilisée. C'était principalement des coups de poing et des bâtons. C'est exact. Je veux dire, cette politique est conçue pour éviter une escalade progressive. Et cela a permis de maintenir le conflit à un niveau latent, sans qu'il ne s'enflamme. Actuellement, du point de vue de la Chine, leur position a toujours été: nous avons ce différend frontalier très difficile qui dure depuis des décennies,
Mais nous avons aussi de nombreux autres intérêts communs sur lesquels nous pourrions coopérer. Mettons notre différend de côté et travaillons sur les sujets faciles, les domaines où nous pouvons collaborer. Maintenant, il semble que l'Inde se rapproche de la position chinoise à ce sujet. Donc je pense que c'est une bonne façon de mettre de côté ces différences et de se concentrer sur les points communs. C'est aussi quelque chose que, selon moi, la mentalité occidentale du jeu à somme nulle ne peut pas comprendre. Absolument. Et je pense que sur ce point, la réflexion chinoise est que nous pouvons discuter des divergences, mais nous ne permettons pas que ces divergences deviennent un obstacle à une coopération potentielle dans tous les autres domaines. Je pense que les Indiens la prennent progressivement. Et par Indien, j'entends certaines parties de l'élite indienne qui, à mon avis, n'ont pas très bien réussi sur ce plan, car l'idée a été « Oh, ceci est pour nous non négociable », que ce soit avec le Pakistan ou avec la Chine. Et tant que vous n'avez pas résolu le plus grand différend que vous considérez comme crucial pour les deux parties, vous ne pouvez pas coopérer dans d'autres domaines. Ce n'est pas la position du pays dans son ensemble, mais c'est certainement une position présente au sein de certaines parties de la bureaucratie et de la classe politique dirigeante. Et je pense qu'il y a une évolution progressive de l'Inde vers la position classique de la Chine, selon laquelle il faut continuer à traiter les différends et avancer par le dialogue. Mais en attendant, nous devrions poursuivre la coopération dans d'autres domaines où cela est possible. Je voudrais maintenant me tourner vers le Pacifique occidental et en particulier aborder la relation entre les États-Unis et la Chine. Il y a beaucoup de spéculations sur l'avenir de cette relation. Et j'imagine que ce sera l'un des processus géopolitiques les plus importants à l'avenir, si ce n'est le plus important, étant donné que les États-Unis resteront une superpuissance pendant très longtemps, même s'ils sont en déclin, et que la Chine continuera de monter en puissance. Nous avons déjà constaté la guerre commerciale et économique qui implique également la technologie. Mais certains se demandent aussi jusqu'où cela pourrait aller. Est-ce que cela se limiterait à la guerre commerciale et technologique? Ou bien assisterions-nous à une confrontation plus ouverte ou indirecte, notamment en Amérique latine ou en Afrique, comme à l'époque de la guerre froide, ou même à une guerre directe, en particulier dans le détroit de Taïwan? Je ne vous demande pas de faire des prédictions, mais si vous pouviez nous donner votre analyse sur les différentes dimensions de la relation entre les États-Unis et la Chine, qui, selon vous, seront importantes à l'avenir, cela serait utile pour nos téléspectateurs. Voilà. Je veux dire, le principal problème dans la relation entre les États-Unis et la Chine, c'est que, dans l'esprit de beaucoup de membres de l'élite américaine, ils ne peuvent tout simplement pas abandonner l'idée que les États-Unis doivent rester l'hégémon numéro 1 dans le monde. Du côté chinois, la Chine n'a aucun intérêt à remplacer les États-Unis en tant qu'hégémon mondial. La Chine poursuit une politique étrangère de non-ingérence, ce qui signifie, écoutez, va faire son affaire, lisons simplement ensemble. Échangeons, parfois même à un niveau frustrant. Je veux dire, je pense à la Palestine, dont nous suivons la situation de très près depuis longtemps. Parfois, nous pensons même, avec la position chinoise, qui est si juste sur la Palestine, ils devraient être encore plus vocaux sur ce qui se passe à Gaza que ce que nous percevons du côté chinois. Mais désolé pour cette digression. Non, je suis d'accord. Je veux dire parce que les gens comparent, par exemple, la Chine actuelle à l'époque de la guerre froide, lorsque l'Union soviétique apportait un soutien logistique et militaire plus important. Et même si l'on compare la Chine d'aujourd'hui à la Chine de l'ère Mao, la Chine de l'époque maoïste fournissait effectivement des armes et de la formation aux groupes de résistance palestiniens.
Donc, la Chine est restée assez constante depuis 40 ans dans sa politique étrangère de non-ingérence. Et c'est, vous voyez, donc de ce point de vue, oui, je comprends que certains soient frustrés que la Chine n'agisse pas comme l'Union soviétique pendant la guerre froide. Mais l'objectif de la Chine n'a jamais été de renverser l'ordre mondial dominé par les États-Unis. C'est une idée qui existe dans l'esprit de l'élite de Washington, car la Chine a toujours essayé de fonctionner à l'intérieur de l'ordre international établi. Je parle de l'ONU, de la CPI, de la CIJ, etc. C'est actuellement les États-Unis qui rejettent ces institutions internationales qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils se sentent de plus en plus contraints par ces institutions et conventions internationales. Alors que la Chine et la Russie essayent de défendre ces institutions, la Charte des Nations Unies. C'est pourquoi, par exemple, la Chine n'enverrait pas de forces de maintien de la paix, à moins qu'il ne s'agisse d'une mission de paix autorisée par l'ONU. Le canal privilégié de la Chine pour gérer les conflits internationaux passe par l'ONU, par le Conseil de sécurité de l'ONU. Je comprends parfaitement pourquoi il y a certaines critiques, notamment à gauche, sur le fait que la Chine n'en a pas fait plus. Mais la position de la Chine a été assez cohérente en matière de politique étrangère de non-ingérence. Et que cherche à accomplir la Chine, me demanderez-vous? La Chine ne cherche pas à dominer le monde. La Chine cherche à se développer elle-même. La Chine cherche à construire une société plus prospère pour ses propres citoyens. Mais même ce simple fait représente un défi pour les États-Unis. Car lorsque la Chine grandit, lorsque l'économie chinoise est sur le point de dépasser celle des États-Unis, eh bien, selon les critères de parité de pouvoir d'achat, elle a déjà dépassé les États-Unis. C'est cela qui met les gens de Washington mal à l'aise, car dans leur conception du monde, les États-Unis doivent toujours rester numéro 1. Les États-Unis doivent toujours être le leader mondial. Ils ne peuvent pas permettre à un concurrent quasi égal de remettre en cause la position américaine. Les États-Unis estiment devoir conserver une domination totale sur tous les plans. Et c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à comprendre le phénomène de la montée ou de la réémergence de la Chine. Donc, très souvent, lorsque l'Occident parle de la Chine, c'est de la pure projection. Ils projettent sur la Chine leur propre mentalité de somme nulle. Ils accusent la Chine de vouloir devenir l'hégémon mondial, de vouloir remplacer les États-Unis. Ils accusent la Chine d'être une nouvelle puissance impériale, de pratiquer le néo-impérialisme dans le Sud global, ce qui est très ironique venant de l'Occident. Mais encore une fois, ce n'est pas ce que la Chine essaye de faire. La Chine n'essaie pas d'agir comme un empire. La Chine essaye simplement d'agir en tant qu'État-nation responsable pour le bien-être de ses propres citoyens. Et je crois que je me suis un peu écarté du sujet. J'essaie de me rappeler quelle était la question initiale. Oui, non, c'est tout à fait normal. J'ai été distrait. Peut-être qu'on pourrait éviter la distraction pour un tour de plus et revenir à l'avenir de la relation États-Unis-Chine, qui était la question initiale. Je devrais aussi préciser ma position. Je ne fais pas partie de ceux à gauche qui trouvent frustrante, de manière générale, la politique étrangère non interventionniste de la Chine. Je pense qu'elle est très juste. Elle a été très utile. Je ne pense pas que ce qui s'est passé à l'époque de l'Union soviétique puisse être reproduit, en partie parce que c'était dans l'ensemble un moment plus révolutionnaire, issu de la période de décolonisation. Les forces de classe dans l'ensemble étaient alors en progression. Il y a eu des luttes foncières centrées sur la lutte paysanne, où l'on pouvait intervenir, où l'on pouvait distinguer le camp progressiste du camp contre-révolutionnaire, et où l'on pouvait effectuer certaines de ces interventions. Je ne pense pas que nous vivions à cette époque.
Même à l'époque révolutionnaire, il fallait être très prudent quant à l'intervention, car parfois, on pouvait finir par intervenir du mauvais côté. Je veux dire, la Chine est intervenue du mauvais côté à certains moments de l'histoire, au Pakistan oriental, en Angola, etc. Mais cela étant dit, je pense que je pourrais faire une exception dans certains cas extrêmes, et je considère Gaza comme l'un de ces cas extrêmes. Maintenant, je ne rejette pas la faute sur la Chine. Toute la responsabilité incombe aux États-Unis, à l'Allemagne et à tous ces pays qui fournissent des armes. Mais en tant que personne de gauche qui voit l'ensemble du projet chinois de manière plus positive, et qui sait aussi que la Chine commerce beaucoup avec Israël, dans ces cas extrêmes, je m'attends à ce que la Chine fasse davantage. Par exemple, lors du sommet en Colombie, je crois qu'il était mené par le Venezuela, la Colombie et l'Afrique du Sud, des mesures concrètes ont été prises pour imposer des sanctions contre Israël sur le transport maritime, les biens à double usage, les armes militaires, etc. Un représentant chinois a assisté à cette conférence, mais il n'a pas voté en faveur de ces sanctions. Et c'est dans ce genre de situation que je pense que la Chine pourrait faire plus. Mais c'est tout ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire que, oh, la Chine devrait envoyer des armes là-bas. Non, je comprends. Je comprends bien beaucoup des critiques concernant la poursuite des liens commerciaux de la Chine avec Israël. Je comprends l'argument. L'argument, c'est que la Chine est le principal partenaire commercial d'Israël. Si la Chine pouvait simplement couper ses échanges avec Israël, cela aurait un impact important et significatif. Mais j'ajouterais aussi que puisque le principal soutien d'Israël est les États-Unis, et que les États-Unis soutiendront Israël quoi qu'il arrive. Même si la Chine allait jusqu'à couper ses propres échanges avec Israël, rien n'empêcherait un tiers, disons les États-Unis ou l'Europe, de servir de point de transbordement pour Israël. Ils achèteraient simplement des marchandises pour Israël, puis les expédieraient vers Israël. Au final, les sanctions chinoises contre Israël seraient en grande partie une mesure symbolique. Je sais que j'ai offensé beaucoup de gens lorsque j'ai dit sur Twitter que ce serait plus un geste de vertu qu'une action ayant un réel impact. Mais c'est ma position. La Chine, de son côté, a toujours soutenu la création d'un État palestinien. La Chine a été l'un des premiers pays à reconnaître l'État de Palestine en 1948. Et la Chine a toujours travaillé en étroite collaboration avec Arafat et de nombreux groupes de résistance palestiniens. La Chine a également exprimé son soutien aux droits des Palestiniens à l'autodéfense, à la préservation de leurs droits, y compris la prise des armes. Du moins sur le plan rhétorique, la Chine a déjà fait plus que toute autre grande puissance. Mais je comprends, Gaza est un cas très extrême, et beaucoup de gens attendent que la Chine fasse davantage. Mais les gens ont aussi tendance à surestimer la puissance de la Chine. Je veux dire, la Chine n'est pas les États-Unis, qui possèdent des bases partout dans le monde. La Chine n'a qu'une seule base à l'étranger, et elle se trouve à Djibouti. Et la Chine n'a tout simplement pas la capacité de projection de puissance au Moyen-Orient ou en Asie de l'Ouest que possèdent actuellement les États-Unis. La projection de puissance chinoise reste largement concentrée autour de son propre voisinage, en mer de Chine méridionale et en mer de Chine orientale. Et vous savez, il est encore très improbable de voir une quelconque entrée de la Chine dans l'arène sécuritaire en Asie de l'Ouest. C'est le rôle que jouent les États-Unis. Pour beaucoup de pays du Golfe, les États-Unis sont leur garant de sécurité. Et la Chine en est très loin, et je ne pense pas que la Chine soit prête, ni ne sera prête, à jouer le rôle des États-Unis. Par exemple, en tant que garant de sécurité pour les pays Golfe. Mais la situation évolue. Nous allons devoir attendre et voir ce que la Chine fera de plus pour la Palestine
au-delà du soutien rhétorique et peut-être de l'aide matérielle aux Palestiniens. Mais oui, la grande responsabilité, bien sûr, incombe toujours aux États-Unis et à leurs alliés en Europe. Ce sont eux qui fournissent directement des armes à Israël. Pour revenir à la relation États-Unis-Chine, aux États-Unis aujourd'hui, il existe un consensus bipartisan au Congrès américain et au sein de l'appareil de sécurité nationale, selon lequel il doit y avoir, et il y a désormais, une compétition géopolitique entre les États-Unis et la Chine qui durera les prochaines décennies. Or, personne ne pose la question, pourquoi? Pourquoi devons-nous être en compétition géopolitique avec la Chine? Mais bien sûr, la réponse est que les États-Unis essayent de préserver leur propre statut d'hégémon mondial. US is trying to preserve its own global hegemon status. This is why it's trying to prevent the rise. C'est pourquoi elle essaie d'empêcher l'émergence d'un concurrent proche. C'est pourquoi il tente de contenir la Chine. Mais le problème, c'est que l'Empire américain fait face à de très sérieuses contraintes de ressources, alors qu'il est déjà trop dispersé. Il est impliqué dans une guerre par procuration en Ukraine contre la Russie, qu'il essaie de conclure, mais jusqu'à présent sans succès, car il tente toujours d'imposer ses conditions à la Russie, que la Russie ne reconnaît pas. Et il reste fortement impliqué dans les affaires de l'Asie de l'Ouest, où Israël ne cesse de le ramener à essayer d'étendre son agression contre ses voisins, en particulier l'Iran. Et cela laisse maintenant le projet de pivot vers l'Asie pour contenir la Chine, qui avait été proposé pour la première fois par Hillary Clinton en tant que secrétaire d'État sous l'administration Obama. Cette promesse de pivot vers l'Asie est restée non tenue tout simplement à cause des contraintes de ressources. Et maintenant, il y a même des personnes au sein de l'appareil de sécurité nationale des États-Unis qui commencent à reconnaître ce fait. C'est pourquoi ils ont fait un gros effort pendant l'administration Trump, en essayant de régler le conflit en Ukraine lors du sommet en Alaska avec Poutine, par exemple, afin de pouvoir rediriger des ressources vers l'Asie de l'Ouest. Mais maintenant, cela nous ramène à notre point. La raison pour laquelle la Chine expose tous ces nouveaux gadgets militaires au monde entier, y compris aux États-Unis, c'est pour leur dire, regardez, la Chine ne peut plus être contenue. Et je pense que ce message a été reçu. C'est pourquoi Pete Hedge a rédigé un document de travail au Pentagone disant « Ne nous concentrons pas sur la limitation de la Chine pour le moment. » Concentrons-nous sur notre force, qui est d'imposer j'ai un trou de mémoire, mais cette doctrine Monroe, la néo-doctrine Monroe en Amérique latine, pour rester, au moins peut-être devrions-nous viser à être l'hégémon régional de l'hémisphère occidental. Les États-Unis essaient actuellement d'imposer une néo-doctrine Monroe en Amérique latine parce qu'ils ont pris conscience des limites, des contraintes de ressources auxquelles ils font face en tentant de préserver l'hégémonie mondiale partout dans le monde. Ils essayent donc maintenant, au moins, de préserver leur statut de puissance régionale, d'hégémon régional au sein de l'hémisphère occidental, et ils s'en prennent à ce qu'ils perçoivent comme des adversaires plus faibles. Je parle de Cuba et du Venezuela. Et cela correspond aussi à la personnalité de Trump, car Trump aime aller vers la facilité. Il aime les victoires faciles. Il ne veut pas s'enliser dans un bourbier long et interminable. Il voulait une victoire facile pour pouvoir proclamer sa réussite, mission accomplie. Je suis un grand artisan de la paix, donnez-moi le prix Nobel de la paix. Et c'est pour cela que les États-Unis envoient 4000 militaires naviguer autour du Venezuela, soi-disant pour lutter contre le narcotrafic. Mais nous savons tous que ce n'est pas vraiment à propos de la drogue. C'est parce que le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde. Et chaque fois qu'il y a du pétrole, l'Amérique se sent obligée d'apporter la démocratie. Le Venezuela est incroyablement riche en ressources. Il a du pétrole, de l'or,
du lithium et de nombreux minéraux stratégiques. Un fait récemment évoqué par une responsable du Pentagone, une femme, qui a essentiellement déclaré que lorsqu'un pays comme le Venezuela est aussi riche en ressources, cela représente un risque pour la sécurité nationale des États-Unis. En réalité, ce qu'elle dit, c'est que le fait que vous possédiez toutes ces ressources naturelles que nous n'avons pas, c'est un risque pour notre sécurité nationale parce que nous ne les avons pas. Mais si l'on regarde concrètement la manière dont ils appliquent leurs sanctions secondaires contre le pétrole vénézuélien, c'est assez révélateur, car la Chine est actuellement l'un des plus grands acheteurs de pétrole vénézuélien. Mais une autre grande destination, c'est en fait les États-Unis, parce que Chevron détient des parts au Venezuela. Et devinez quoi? Chevron vient tout juste d'obtenir une dérogation de l'administration Trump, et 2 pétroliers remplis de pétrole vénézuélien, des pétroliers Chevron, étaient en route vers les États-Unis. Cela s'explique par le fait qu'aux États-Unis, la plupart des raffineries du Sud sont conçues pour traiter et raffiner du pétrole brut lourd, qui est précisément le type de brut produit par le Venezuela. Ainsi, même si les États-Unis sont désormais un important exportateur de pétrole, principalement grâce à la soi-disant révolution du fracking et à la technologie américaine dans ce domaine, beaucoup du pétrole extrait des schistes, entre les couches rocheuses grâce à cette technologie, est un brut léger et doux. Et ce n'est pas le type de brut que les raffineries américaines ont été conçues pour traiter. Donc ce que font réellement les États-Unis, c'est exporter ce pétrole brut léger et doux à l'étranger et importer du pétrole vénézuélien dans ces raffineries américaines. En réalité, c'était aussi une guerre par procuration contre la Chine, si l'on veut, car ils essayent vraiment d'étouffer le lien commercial entre la Chine et le Venezuela. Et le problème, c'est qu'en raison de la domination du dollar américain, le statut du dollar comme monnaie de réserve mondiale et principale devise d'échange, beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises craignent les sanctions secondaires. Les sanctions secondaires signifient que tous les pays ou entreprises qui achètent du pétrole au Venezuela seront soumis à des sanctions américaines. Donc actuellement, ce qui se passe, c'est qu'une grande partie de ces exportations de pétrole du Venezuela vers la Chine sont effectuées par la soi-disant flotte fantôme. Ces pétroliers ne sont soit pas enregistrés, soit ils usurpent l'identité d'un pétrolier déjà démantelé. Ils prennent le pétrole du Venezuela, se rendent en Malaisie, le transfèrent dans un autre pétrolier et le déclarent comme étant du pétrole indonésien, puis le réexportent vers la Chine. Il est principalement réceptionné par de petites raffineries indépendantes dans la province du Shandong, sur la péninsule du Shandong en Chine. Ces petits raffineurs chinois indépendants n'ont pas de présence à l'étranger, ce qui signifie que tous leurs clients sont en Chine. Ils n'ont donc pas à traiter en dollars américains. Par conséquent, les sanctions américaines n'ont aucun effet sur eux. Le fait qu'ils bénéficient d'une remise sur ce pétrole constitue une incitation largement suffisante pour qu'ils prennent ce risque. Et récemment, il y a même eu un changement dans le schéma du trafic. Désormais, les pétroliers partent directement du Venezuela vers la Chine. Ils ne prennent même plus la peine de s'arrêter en Malaisie. Ils se contentent de requalifier ces pétroliers comme transportant du pétrole brésilien. Ils affirment simplement qu'ils transportent du pétrole brésilien, puis l'acheminent directement vers les raffineries indépendantes chinoises de la péninsule du Shandong. Et c'est un problème sur lequel les États-Unis auront beaucoup de mal à sévir, car comme je l'ai dit, ils n'ont que peu de levier sur ces petites raffineries indépendantes chinoises qui n'ont pas de présence internationale, qui ne dépendent pas du système financier américain, et ils auront du mal à traquer tous ces pétroliers fantômes.
Je pense que c'est en fait l'une des raisons pour lesquelles ils envoient la flotte navale américaine dans les Caraïbes en ce moment. Vous savez, leur objectif déclaré est la lutte contre les stupéfiants. Mais en réalité, c'est pour surveiller le flux de pétrole de cette région, du Venezuela vers la Chine. Le flux de pétrole du Venezuela vers les États-Unis ne pose pas de problème, mais il s'oppose vraiment au flux vers l'Est. Et encore une fois, comme je l'ai mentionné, 4000 militaires américains, ce n'est pas suffisant pour avoir un impact au Venezuela dans une situation de conflit. Et actuellement, d'après le trafic maritime, il ne semble pas que les États-Unis envoient plus de renforts pour appuyer la flottille actuelle. Je ne pense pas qu'ils vont provoquer directement un incident avec le Venezuela, car 4000 militaires ne suffisent pas. Cela risque de ressembler à une nouvelle opération de la baie des cochons à l'époque moderne. Et au lieu de cela, ce à quoi servent ces 4000 militaires et ces navires, c'est à l'intimidation. C'est comme brandir un gros bâton bien visible sous le nez du Venezuela. C'est probablement conçu pour instiller la peur et peut-être pour provoquer des troubles internes et une révolution de couleur à l'intérieur du Venezuela. C'est le mode opératoire des États-Unis en ce moment, par des révolutions de couleur, par le sabotage, par les sanctions, par des guerres par procuration. Même eux ont compris qu'il est plus facile de faire cela que de déclencher une troisième guerre mondiale qui mettrait fin à la civilisation contre la Chine dans le détroit de Taïwan, car c'est essentiellement ce qui se passerait. Les États-Unis n'ont actuellement aucun espoir de vaincre la Chine avec des forces conventionnelles, mais certains parlent d'utiliser des armes nucléaires tactiques. Mais une fois que l'on passe au nucléaire, Terry Tang before, il n'existe littéralement aucune échelle de désescalade lorsqu'on utilise des armes nucléaires. Je veux dire, l'idée selon laquelle une arme nucléaire tactique peut être suffisamment petite pour ne pas franchir le seuil nucléaire et éviter une riposte stratégique, c'est insensé. C'est vraiment insensé. Parce que vous savez, ce qui est valable pour l'un l'est aussi pour l'autre. Si les États-Unis peuvent utiliser des armes nucléaires tactiques contre la Chine, qu'est-ce qui empêcherait la Chine d'en utiliser contre nous? Et ensuite, vous savez, c'est une pente très glissante à partir de là. Donc je ne pense pas que ça va arriver, je ne pense pas que ce soit probable. Vous savez, tout ce discours sur 2027, en fait, en 2023, un amiral américain a dit « Une guerre à propos de Taïwan était probable dans 2 ans ». Eh bien bonjour, il nous reste encore 6 mois. Enfin non, maintenant il nous en reste moins de 6. Il nous reste encore 3 mois, mais je ne pense pas que cela va arriver. Je ne crois pas qu'il y aura une grande guerre explosive en 2027. Je pense plutôt que les États-Unis vont essayer de capitaliser sur leurs forces, à savoir les bras de la CIA. Bon, l'USAID a maintenant été intégré au département d'État, mais il s'agit de ce qu'on appelle le soft power, en essayant de provoquer une révolution de couleur pour créer de l'instabilité. C'est quelque chose que les États-Unis savent très bien faire. Les États-Unis jouent désormais le rôle de trouble-fête, ce qui signifie que s'ils ne peuvent pas convaincre un pays de rejoindre leur camp en tant que vassal pour servir de pion contre la Chine, alors ils vont simplement vous déstabiliser. C'est ce qui s'est passé au Myanmar. Pendant longtemps, Aung San Suu Kyi était la femme de l'Occident au Myanmar. Ils ont soutenu Aung San Suu Kyi pour qu'elle accède au pouvoir dans l'espoir qu'elle retournerait le Myanmar contre la Chine. Mais cela ne s'est pas produit. Aung San Suu Kyi a continué à se rendre à Pékin pour rencontrer Xi Jinping. Ainsi, lorsque la junte militaire a vu cela, le soutien d'Aung San Suu Kyi a commencé à s'affaiblir auprès des gouvernements occidentaux. Et ensuite, quand la junte du Myanmar a constaté cela, elle s'est dit « Ah d'accord, eh bien si tes soutiens ne te soutiennent plus, alors nous n'avons plus besoin de toi non plus. » Ils s'en sont débarrassés.
Ensuite, les États-Unis ont vu une opportunité de soutenir l'opposition à travers la guerre civile au Myanmar pour déstabiliser le pays. Les États-Unis n'essayent même pas de prendre le contrôle du Myanmar en ce moment. Les États-Unis essayent simplement de maintenir ce pays dans l'instabilité afin que le flanc sud de la Chine, le voisinage de la Chine, soit déstabilisé. Je pense que ce sera davantage ce type de jeu de pouvoir américain dans les années à venir. C'est mon avis, plutôt qu'une grande guerre généralisée. Je suis tout à fait d'accord. Je ne pourrais pas être plus d'accord, car selon ma lecture de l'histoire, les États-Unis n'ont pas mené de véritable guerre, du moins depuis la Seconde Guerre mondiale. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, ils combattaient dans le cadre d'une vaste alliance avec les Russes et les Chinois sur le terrain. On pourrait même dire que les Français en Europe ont également combattu. Mais toutes les autres guerres, le Vietnam, c'était des hélicoptères américains tirant sur des paysans, des forces massivement sous-développées. L'Irak, c'était pratiquement une promenade, car le gouvernement de Saddam Hussein était tellement impopulaire à ce moment-là. L'Afghanistan, c'était pareil. Il n'y avait pas de véritable force de résistance. Et ce sont ce genre de guerres que les États-Unis ont menées. Mais cela, je suppose, signifie d'un certain côté qu'il n'y aurait pas de véritable guerre dans le détroit de Taïwan. Et j'espère vraiment que la direction du DPP soit affaiblie ou change son approche vis-à-vis du continent. Parce que je ne pense pas que quiconque, d'un côté comme de l'autre, souhaite régler cela ou parvenir à la réunification par une guerre ouverte ou même par des tensions, car il s'agit de parties d'une même nation. Ce n'est pas combattre une nation différente. Maintenant, la question, bien sûr, est de savoir comment intégrer deux systèmes différents au sein d'une même nation. Mais je suppose que le deuxième point que tu as soulevé, à propos de ces types d'opérations secrètes, de menaces et d'intimidation, la nouvelle doctrine Monroe, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, surtout en Amérique latine, évidemment. Car comme tu l'as dit, tu as expliqué le cas vénézuélien. Et il ne faut pas oublier que Marco Rubio, qui faisait alors partie de l'administration Trump, siégeait au Sénat. Il a proposé une invasion directe, proposition que le vice-président Pence et le secrétaire d'État Pompeo ont ensuite rejetée. Cela a finalement conduit à la démission de John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale. Et ces faucons, Hawk est désormais devenu secrétaire d'État. Et c'est pourquoi il y a eu un durcissement non seulement contre le Venezuela, mais aussi contre Cuba, compte tenu des faucons cubains en Floride. Même en Colombie, sous prétexte de lutter contre les mafias de la drogue et les cartels, et ainsi de suite. Et on ne sait pas, il existe même des plans concernant l'utilisation de Tomahawks. Et Trump aime ce genre de choses. Même s'il n'apprécie peut-être pas une invasion directe, il aime ce type d'action qui attire l'attention des médias, en partie ou largement, pour détourner l'attention de ce qui se passe dans l'économie intérieure. Tous les indicateurs de l'économie américaine sont en baisse. Il y a, je veux dire, un énorme mécontentement dans le secteur agricole. Plus tôt, vous avez mentionné l'agriculture subventionnée des États-Unis et le fait que l'agriculture indienne doive s'ouvrir à cette agriculture subventionnée. Une partie de la raison, c'est que l'agriculture américaine est en crise. Selon l'USDA, il y a une récolte exceptionnelle de maïs cette année, mais les stocks s'accumulent parce que le marché a été complètement perturbé. Les producteurs de soja traversent une période très difficile, car la Chine, un acheteur majeur de soja, s'est tournée vers le soja brésilien en guise de représailles. Lors des grandes foires agricoles dans l'Illinois cette année, les principaux vendeurs industriels et agro-industriels de tracteurs n'ont même pas assisté pour vendre leur matériel. Tous les indicateurs du secteur industriel et du marché de l'emploi, et pas seulement ceux du Bureau of Labor Statistics, dont Trump a limogé le commissaire, montrent des problèmes.
En juin, les statistiques ont révélé que le marché du travail s'est contracté pour la première fois depuis la crise financière mondiale, à l'exception de l'année de la pandémie. Mais tous les autres grands rapports du secteur privé affirment qu'il y a eu un ralentissement massif de la croissance des secteurs industriels et des services. Le secteur de la consommation se porte très mal. On pourrait continuer ainsi. Mais en raison de son incapacité à tenir les soi-disant promesses qu'il a faites concernant l'économie américaine, je pense personnellement que ces distractions relèvent de sa propre responsabilité. Mais je m'inquiète aussi pour les petits pays d'Asie. Les Philippines m'inquiètent particulièrement à cause de ce qu'elles font sous l'instigation d'autres. Et les Philippines ne sont pas un pays comme l'Inde, qui serait capable de résister si les choses tournaient mal. Donc, si je comprends bien ce que vous avez dit, la guerre chaude est écartée. Mais cela ne signifie pas qu'il s'agirait d'un ordre mondial stable, car les États-Unis ne reculeraient pas et n'abandonneraient pas leur pouvoir, comme la Grande-Bretagne l'a peut-être fait en raison du désastre de la Seconde Guerre mondiale, au profit, encore une fois, d'un rival occidental. Je veux dire, cette fois, le défi vient du camp opposé. Donc, cette transition vers un ordre international différent serait différente. Vous avez été très patient et généreux avec votre temps. Mais si je peux vous poser une dernière question que je voulais vous poser. En m'éloignant de la géopolitique, ma dernière question serait de vous interroger un peu sur votre expérience, disons, différenciée de la vie en Chine et en Occident, car vous avez vécu très longtemps dans les deux parties. Et je me demande, en tant que personne ayant vécu dans les deux endroits, comment définiriez-vous les différences entre les deux sociétés, les différences entre les deux, peut-être les systèmes politiques, peut-être les systèmes économiques. Je suis très intéressé d'entendre vos réflexions sur la montée récente de la Chine dans le domaine de la technologie. Je veux dire, pendant que nous parlons, il y a un immense salon de la technologie industrielle intelligente qui se tient à Chongqing, dans le centre-ouest de la Chine, où l'on assiste à une exposition spectaculaire de robots, de véhicules électriques et de toutes sortes de technologies intelligentes. Et cela, je pense, est un événement historique dont beaucoup ne parlent pas assez. Car pendant presque toute l'histoire de la modernité occidentale, ainsi, des personnes comme nous qui étudient l'histoire pourraient parler de l'importance de la redistribution des terres de 1905 à 1949 en Chine communiste. Mais l'autre camp peut arriver avec une photo de Shanghai en 1980 et la montrer encore pleine de saleté, de crasse et d'infrastructures délabrées, en disant « Regardez comment fonctionne le capitalisme et à quel point l'Occident est meilleur. » Mais je pense que, pour la première fois, il y a eu un défi, non seulement sur le plan militaire, mais aussi dans l'expérience vécue des gens, que l'Orient peut être meilleur, que l'Orient paraît tout aussi propre et spectaculaire sur le plan technologique. Donc, si tu peux conclure cette conversation très enrichissante en racontant quelques-unes de tes expériences vécues les plus marquantes concernant le contraste entre l'Occident et l'Orient, en particulier la Chine. Attends, je ne t'entends plus. Ta voix ne passe pas. Je me suis mis en sourdine. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous connaissez déjà l'histoire. Mais pour mon nouveau public, je suis né en Chine en octobre 1976, un mois après la mort de Mao. Je fais donc partie de la première génération chinoise d'après la révolution culturelle à avoir grandi là-bas. Et je peux vous dire qu'en Chine, dans les années 1980, le pays était encore extrêmement pauvre par rapport aux autres. Selon les statistiques, dans le voisinage de la Chine, les seuls pays qui étaient encore plus pauvres à cette époque, dans les années 1980, étaient le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Et c'est parce que ces trois pays venaient tout juste de sortir de décennies d'agression militaire américaine.
Donc à cette époque, dans les années 1980, je me souviens que tous les jeunes ambitieux cherchaient à partir, à quitter le pays. Peu importait où, il fallait juste partir. Mais malgré tout, j'ai eu une enfance très heureuse. Et il y avait aussi ce sentiment que tout s'améliorait jour après jour. Avez-vous vécu dans la Chine rurale? J'ai vécu à Chongqing, qui est une grande métropole du sud-ouest de la Chine. Mon expérience reflétera la vie urbaine des années 1980. Les années 80 ont également été la période des grandes TVU, qui consistaient de liens entre l'urbain et le rural. Oui. Donc, dans les années 1980, 80% de la population chinoise vivait encore à la campagne. Seulement 20% vivaient en ville. À cette époque, il existait un système de hukou, qui est un système de permis de résidence qui vous lie essentiellement à votre lieu de naissance. Il était très difficile, par exemple, pour une personne née à la campagne, d'obtenir un permis de résident urbain qui lui permettrait de s'installer définitivement en ville, de scolariser ses enfants sur place et d'avoir accès aux hôpitaux, etc. Il faut donc garder cela à l'esprit. Beaucoup de gens en Occident, en particulier à gauche, pensent « Oh, avant Deng Xiaoping, la Chine était un paradis socialiste, puis tout a été détruit et on est passé au capitalisme. » Ce n'est pas tout à fait vrai. Il existait une inégalité entre les citadins et les habitants des campagnes, car de nombreuses ressources étaient concentrées dans les villes. Ainsi, pour les personnes employées par des entreprises d'État, comme mes grands-parents qui étaient instituteurs, ou mon père qui travaillait à l'université, ils étaient bien pris en charge. À cette époque, chaque entreprise d'État gérait par exemple son propre système hospitalier. Donc, lorsque je suis tombé malade en 1980 quand j'ai contracté l'hépatite A, j'ai été hospitalisé pendant environ un mois, et tout était gratuit parce que c'était un hôpital associé au système des unités de travail. Exactement. Exactement. L'usine textile numéro 1 de Chongqing, à laquelle était rattachée l'école primaire où travaillait ma grand-mère. Donc, grâce à sa connexion, j'ai pu être hospitalisé pendant tout le mois et tout a été pris en charge. Mais cela n'était pas accessible, par exemple, à un travailleur migrant rural venant à Chongqing. Il n'aurait pas pu en bénéficier. La raison de cette sorte de ségrégation, c'est que dans les premières années, dans les années 1950, à l'époque maoïste, il n'y avait tout simplement pas assez de ressources pour tout le monde. Ils ne pouvaient tout simplement pas offrir le même niveau de soins médicaux de qualité ou de services éducatifs à toute la population chinoise. Ils ont donc concentré les ressources dans les villes, et comme la Chine cherchait à s'industrialiser, ils ont essayé d'offrir davantage aux ouvriers. Mais beaucoup d'habitants des zones rurales ont été exclus de ce système. Désolé, c'est quelque chose qui est parfois même inconnu de beaucoup de personnes qui connaissent un peu la Chine. La Chine maoïste a en réalité dû concentrer ses ressources sur les zones urbaines et les entreprises d'État, qui étaient basées sur l'industrie, tout en réprimant les prix ruraux. Je veux dire, prix, pas au sens classique du marché à cette époque, mais il s'agissait d'une pression, parce que la Chine devait s'industrialiser. Cela avait en partie à voir avec la confrontation avec l'Occident, car l'Occident était très conflictuel après la guerre de Corée, et la guerre du Vietnam était en cours, et Mao devait industrialiser rapidement. Et cela relevait aussi en partie de l'influence de l'Union soviétique et de cette pensée à l'ancienne. Tout cela a en fait changé sous Deng lorsque les prix ruraux ont été autorisés à augmenter. Et cela a marqué le début de la prospérité à la campagne. C'est exact, car la Chine n'avait pas de colonies. La Chine ne pouvait pas aller à l'étranger pour s'emparer de ressources.
Donc, pour obtenir le capital nécessaire à l'industrialisation, la Chine a essentiellement pressuré la population rurale de son surplus. Ce surplus a été redirigé vers l'effort d'industrialisation dans les villes. À cette époque, tout le monde voulait devenir citadin parce que tout simplement la qualité de vie y était bien meilleure. Beaucoup de gens à l'extérieur ne réalisent pas qu'il existait tout de même des inégalités dans ce système. Par exemple, si votre famille faisait partie de l'armée chinoise à cette époque, vous aviez également un accès privilégié supplémentaire aux ressources. Je me souviens qu'il y a environ 10 ans, je lisais sur les réseaux sociaux chinois un gars se vantait d'avoir grandi dans une famille militaire. Et il disait en gros, « Oui, à l'époque où vous ne saviez même pas ce qu'était la glace, nous, on y avait accès, parce que sa famille était rattachée à l'armée de l'air chinoise. » Je le sais parce que ma tante est sortie avec un pilote de l'armée de l'air chinoise, et il venait souvent chez nous, nous apportant du chocolat. C'est comme ça qu'il a séduit ma tante, et j'en ai profité. Mais à cette époque, aucun autre enfant ne recevait de chocolat, n'est-ce pas? Donc le système lui-même, le système maoïste de l'époque, n'était en fait pas égalitaire pour tout le monde. Beaucoup de gens étaient un peu laissés de côté. Et c'est à ce moment-là que Deng Xiaoping a lancé la réforme. Il a dit, d'accord, eh bien, laissons aussi la campagne, les paysans, profiter des avantages de notre système. Je veux dire parce qu'il a dit que le socialisme n'est pas la pauvreté. Si nous échouons à fournir des services de base à notre population, si nous ne pouvons pas rivaliser avec succès avec la société capitaliste, ou offrir la meilleure qualité de vie à nos citoyens, alors nous avons échoué. Alors nous avons échoué. Comment pouvons-nous prouver la supériorité du système socialiste si notre peuple continue de vivre dans la pauvreté? C'est justement pour ça qu'il a introduit des éléments de marché en Chine. Mais d'un autre côté, je m'oppose aussi à ceux qui disent « Oh, la Chine n'est pas socialiste parce qu'ils ont pris la voie capitaliste après Deng Xiaoping. » C'est pas vrai non plus, car la Chine n'est fondamentalement pas la même société que les États-Unis. Aux États-Unis, c'est le capital qui dicte la politique. C'est pourquoi vous avez des types de la tech, de la Silicon Valley, des financiers de Wall Street, qui ont en gros pris le contrôle de l'administration Trump. Ou Chevron peut importer du pétrole du Venezuela, même si Marco Rubio n'aime pas ça. Alors qu'en Chine, le capital et les capitalistes sont toujours étroitement surveillés par l'État. Vous savez, Jack Ma ne pourra jamais influencer la politique en Chine. C'est impensable. Alors que lorsque Obama a demandé à Steve Jobs de produire un iPhone aux États-Unis, Steve Jobs lui a simplement répondu « Non, ça n'arrivera pas, désolé. Nous n'avons pas assez de main-d'œuvre qualifiée aux États-Unis. Je préfère fabriquer des iPhones en Chine. » Un tel échange est inimaginable en Chine entre, disons, Xi Jinping et Jack Ma, n'est-ce pas? Cela n'arrive tout simplement pas, parce qu'en Chine, l'État chinois conserve les leviers de commande de l'économie. Il contrôle le système bancaire, il contrôle le secteur du pétrole et du gaz, tout le secteur de l'énergie et tous les secteurs stratégiques importants qui subsistent encore dans le pardon. Il existe d'énormes institutions financières publiques. C'est pourquoi il n'y aura pas de type de Wall Street pour dire à Pékin quoi faire, n'est-ce pas? Parce que toutes les banques sont publiques. Et les banques en Chine fonctionnent très différemment. Par exemple, des banques d'investissement à New York. Les banques en Chine sont conçues pour canaliser le capital vers le développement. C'est ainsi que les lignes à grande vitesse sont financées. Cela ne se produirait pas aux États-Unis parce que les gens de Wall Street feraient les calculs et diraient « Oh, c'est pas rentable. Pourquoi construire une ligne à grande vitesse, disons de Pékin au Xinjiang? Vous n'allez pas obtenir de retour sur investissement. » Mais les infrastructures publiques,
ne sont pas censées être des entreprises à but lucratif. Et c'est ce que reconnaît l'État chinois. Écoutons aussi ce que l'État chinois dit réellement de lui-même. Ils affirment être dans la phase initiale de la construction du socialisme. Pour ceux qui étudient le marxisme, l'idée est que pour parvenir au socialisme puis au communisme, il faut d'abord passer par une phase capitaliste, n'est-ce pas? En réalité, pour Marx, il imaginait que seules les économies capitalistes les plus avancées connaîtraient cette transition vers le socialisme. Mais alors que la révolution a réellement eu lieu dans des pays pauvres comme la Russie et la Chine a dû trouver sa propre voie. Pour Marx, l'idée est que la Chine est actuellement encore en train de construire la phase initiale du socialisme. Elle n'est même pas encore tout à fait socialiste. Pour y parvenir, ils ont dû permettre à certaines forces du marché d'introduire de la concurrence, par exemple, certains éléments de marché dans l'économie. Mais l'État contrôle toujours largement les secteurs clés de l'économie. C'est pourquoi les impôts sont en réalité très faibles en Chine. Les gens en Chine ne paient généralement pas d'impôts sur le revenu et ils ne payent pas de taxes foncières une fois qu'ils ont acheté leur maison. Et cela s'explique par le fait que l'État possède déjà les banques, il possède le secteur de l'énergie et il dispose d'autres sources de revenus en plus de simplement percevoir, par exemple, l'impôt sur le revenu ou la taxe foncière. Ce sont donc des différences très importantes en Chine. En réalité, la meilleure façon de décrire la Chine est de parler de socialisme aux caractéristiques chinoises. Je crois que je me suis un peu éloigné du sujet. Vous me demandiez ce que c'était de vivre en Chine par rapport aux États-Unis. De manière générale, dans les années 1980, mon impression en grandissant était que les choses s'amélioraient sans cesse. Les gens avaient plus de revenus. Mon père est parti aux États-Unis dans la première génération d'étudiants chinois, partis à l'étranger après la révolution culturelle. Pendant qu'il étudiait aux États-Unis, l'université continuait à lui verser une allocation car il était maître de conférences. Donc je suis son enfant et c'est moi qui allais récupérer son salaire chaque mois. Je sais donc combien il était payé et il a eu une augmentation au bout d'un moment. Je sais donc que les gens avaient plus d'argent dans leur poche, plus d'argent à dépenser. Et cela se produisait partout. Il y avait plus de choses accessibles, car au début des années 80, je me souviens que la Chine devait presque tout importer. La Chine exportait du pétrole brut vers le Japon et recevait en échange des engrais chimiques, des produits chimiques raffinés, du diesel et de l'essence, car la Chine n'avait pas encore sa propre capacité de raffinage. De plus, il y avait la question des machines. Et Deng, en fait, est intervenu et a annulé beaucoup de ses contrats pour des machines, car le plan précédent était basé sur l'ancien modèle soviétique, axé sur l'industrie lourde. Cela exerçait une forte pression sur la balance des paiements. En fait, une des raisons pour lesquelles Deng a pu augmenter les prix agricoles, c'est parce qu'il a annulé tous ses contrats de machines venant du Japon, ce qui a allégé la pression sur la balance des paiements. De plus, Deng a drastiquement réduit l'armée. Il a supprimé 1 million d'hommes des forces armées chinoises. En fait, toute l'industrie de la défense chinoise cette année-là était sous perfusion. Beaucoup d'entre elles ont été sommées de se débrouiller seules. L'un des principaux fabricants d'armes de ma ville, Chongqing, car Chongqing regorgeait d'usines d'armement, puisqu'elle était la capitale de la Chine en temps de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, a dû conserver cette industrie de défense militaire. Mais dans les années 80, Deng Xiaoping leur a dit « D'accord, débrouillez-vous ». Ainsi, l'usine de fabrication d'armes Chang'an s'est reconvertie dans la production civile. Aujourd'hui,
Changan fabrique des véhicules électriques. Changan exporte désormais des véhicules électriques sous la marque Deepal dans le monde entier. C'est le résultat des politiques de Deng Xiaoping. En fait, la seule raison pour laquelle certains fabricants d'armes chinois ont réussi à rester en activité, à fabriquer des armes, c'est grâce à la guerre Iran-Irak. Des délégations irakiennes et iraniennes sont venues en Chine pour acheter des armes. Et cela a en réalité sauvé l'industrie de la défense chinoise pendant les années difficiles. Mais tout cela visait à concentrer les ressources sur le développement économique. Et cela a fini par porter ses fruits. Deng Xiaoping a également envoyé des étudiants à l'étranger, comme mon père. Deng Xiaoping disait, « Nous devrions laisser nos étudiants partir étudier à l'étranger. Beaucoup d'entre eux ne reviendront pas, mais même si une petite fraction, disons 20%, revient, c'est un gain net pour nous, car ils auront acquis des connaissances avancées en technologie dans les sociétés occidentales. » D'ailleurs, c'est de cela que parlent les Américains quand ils disent que les Chinois volent leur technologie. Mais en réalité, ça s'est fait de manière très organique. Je me souviens de beaucoup de collègues de mon père qui étaient venus étudier avec lui aux États-Unis. Ils ont travaillé dans le secteur privé américain pendant environ 10 ans. Beaucoup d'entre eux ont obtenu la carte verte ou la citoyenneté américaine. Mais après 10 ans, ils se sont heurtés à un plafond de bambou dans le monde de l'entreprise. Peut-être que c'était à cause de la langue ou pour une autre raison, parce qu'ils étaient trop chinois, je ne sais pas. Mais c'est à ce moment-là que l'économie chinoise a commencé à décoller. Et ils se sont rendus compte qu'en rentrant en Chine avec leur expertise et leurs connaissances, ils pouvaient devenir tout ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient fonder des entreprises, devenir des VIP. Tout est possible. Donc, Aujourd'hui, des professeurs d'université reviennent de l'Occident parce qu'ils ont une bien meilleure vie à l'université de Tsinghua et dans d'autres universités d'élite. C'est exact. Je veux dire, c'est ce genre de progrès que la Chine a accompli au cours des 40 dernières années. Mais quand je voyage aux États-Unis, j'aime dire, vous savez, c'est pas que la Chine vit en 2050. La Chine vit en 2025. C'est plutôt que les États-Unis sont encore bloqués en 1995, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration matérielle aux États-Unis depuis cette époque. Vous savez, quand je suis arrivé pour la première fois aux États-Unis dans les années 1990, à l'âge de 13 ans, j'étais émerveillé. J'ai eu mon moment dans le supermarché américain. Quand je suis allé au supermarché américain, j'étais stupéfait, vraiment. Mais ensuite, au fil des années, rien n'a vraiment beaucoup changé. En fait, l'économie américaine est simplement passée d'une bulle à l'autre. J'ai intégré le marché du travail en décembre 1989, tout à la fin de la bulle Internet. Et puisque l'économie américaine est simplement passée d'une bulle à l'autre, d'abord la bulle Internet, puis la bulle immobilière, et maintenant je pense que nous sommes dans la bulle de l'IA, il y a toutes sortes de bulles d'actifs qui ont été gonflées à cause de l'assouplissement quantitatif, à cause de l'impression de dollars. Une autre chose qui m'a choqué, c'est que je sais combien je gagnais quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire en 1989. Et vers 2010, quand mon entreprise a commencé à embaucher de nouveaux ingénieurs débutants, j'ai passé un entretien avec un gars, je le trouvais très brillant, nous l'avons embauché, et j'ai découvert qu'il était payé le même salaire que moi en 1989. Et c'était en 2010, non? Donc, 10 ans plus tard, le salaire d'un diplômé n'a pas augmenté, alors que les prix ont énormément grimpé. Et il aurait peut-être eu un prêt plus important à rembourser à cause de ses études. Oui. Oui. Donc, d'une certaine manière, les États-Unis sont restés stagnants, voire ont régressé,
tandis que la Chine a très visiblement progressé au cours des 40 dernières années. Vous savez, je suis retourné plusieurs fois en Chine. Je me souviens de mes voyages en 2001 puis en 2010. À l'époque, je me disais, oh, la Chine est un endroit formidable à visiter en tant que touriste, mais je n'y vivrai pas à cause de la pollution, etc., etc. Mais lorsque j'y suis retourné en 2019, quelque chose avait changé. Tout avait été nettoyé. Même dans les petites villes où je me suis rendu, comme une ville frontalière avec le Myanmar, aussi éloignée que possible, les lieux étaient propres. Et beaucoup d'arbres dans les villes chinoises. Oui. Et lorsque je suis retourné à Chongqing, peut-être parce que j'avais été loin de chez moi pendant si longtemps, une chose qui m'a frappé en atterrissant à Chongqing depuis Los Angeles, c'était « Waouh, cette ville est verte ». Je ne me souvenais pas que Chongqing était une ville aussi verte. C'est très luxuriant. Donc maintenant, en 2019, mon impression était « Oh, c'est un pays dans lequel je pourrais totalement vivre, sans hésitation ». Et je suis justement retourné récemment, plus tôt cette année, et après 5 ans, la différence est encore plus grande. À chaque fois que je visite la Chine tous les 5 ans, c'est comme si je visitais un pays différent. Toute l'infrastructure a changé, tout le paysage a changé, et c'est un changement positif. En parlant de verdure, en fait, ils ont augmenté la couverture forestière. La Chine est l'un des pays qui a le plus gagné en couverture forestière. Je pense que l'autre pays est le Vietnam. Mais la Chine a en réalité retrouvé une grande partie de sa verdure. C'est parce qu'ils génèrent maintenant tellement de richesses que les gens n'ont plus besoin d'abattre les arbres dans les fermes, etc. Ils peuvent laisser la nature reprendre progressivement ses droits. Donc oui, les choses sont différentes. Mon contraste entre la Chine et les États-Unis, c'est que les États-Unis sont stagnants, le vieux noyau impérial décrépit, tandis que la Chine est sur une trajectoire de croissance très rapide. On peut aussi regarder les chiffres comme la consommation et la production d'électricité. La production d'électricité chinoise grimpe en flèche, alors que la production américaine d'électricité est restée pratiquement stable depuis 20 ans. C'est, à mon avis, un aussi bon indicateur de l'économie que n'importe quel autre. Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que les villes chinoises sont également incroyablement sûres. Mon expérience aux États-Unis, la pire expérience que j'ai eue aux États-Unis, eh bien, ayant grandi en Inde en tant qu'homme, et je précise bien en tant qu'homme, parce que les femmes ne sont pas toujours en sécurité, mais en tant qu'homme, étant donné que nous avons toujours eu des gouvernements stables, je ne me suis jamais senti menacé pour ma vie. Il n'y a pas de problème d'armes à feu. L'État conserve son monopole. Pour la première fois, lorsque je suis allé aux États-Unis à la fin de ma vingtaine ou au début de ma trentaine, j'ai été choqué, en tant qu'homme, de constater que, n'ayant pas de voiture, je ne pourrais pas sortir une fois la nuit tombée, parce que vous savez, quelqu'un pourrait me voler ou quelque chose comme ça. Et la Chine a été tout le contraire. Je veux dire, j'avais retiré d'énormes liasses de billets parce que je voyageais dans un autre pays et quelqu'un m'avait conseillé d'avoir du liquide sur moi. Je me suis retrouvé dehors à minuit dans les rues chinoises et je me suis senti plus en sécurité en Chine qu'en Inde. Je veux dire, en tant qu'homme, je me sens généralement en sécurité en Inde, mais je me sentais encore plus en sécurité avec cette grosse somme d'argent en Chine. Carl, nous allons nous arrêter là. J'ai l'impression qu'on pourrait continuer encore longtemps, mais par respect pour votre temps et celui de nos téléspectateurs, nous allons conclure ici. Je suis sûr que vous reviendrez. Merci beaucoup. Oui, invitez-moi à nouveau, c'était une conversation formidable. Merci beaucoup pour votre temps. Merci, passez une excellente journée. Au revoir. Have a wonderful rest of the day ahead. Bye. Hi, my name is Ayushman. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans,
nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'à présent et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessus. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.